Bon midi, bon mercredi, et c'est la troisième sortie de l'émission L'invité du midi pour cette semaine. Nous allons avoir aujourd'hui, comme à chaque fois, une émission tout aussi intéressante pour parler de vos intentions, de vos intérêts et de tout ce qui occupe l'actualité. L'OIF, à ne pas confondre avec pour la Caraïbe et l'Amérique latine implantée en Haïti, organise un certain nombre d'activités afin de promouvoir la francophonie en Haïti et dans la Caraïbe et à travers toute l'Amérique latine. Et parmi ces activités, il y a le prix du jeune journaliste qui est à sa 7e édition. Et nous avons donc, mesdames, messieurs, le plaisir de recevoir à l'invité du midi de l'Orient, la Caraïbe et l'Amérique latine, le docteur Emmanuel Adjouvia, qui nous dit bonsoir et bienvenue à midi. Bonsoir et bonsoir aux téléspectateurs. Merci de me recevoir. C'est un plaisir d'être en votre compagnie. Oui, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur mon plateau. La dernière fois, c'était à la Radio-Télé Espace. Oui, absolument. Et c'était pour la 6e édition du prix jeune journaliste en Haïti. Donc nous prenons rendez-vous pour également la 8e édition. Et peut-être en temps, il y a aussi d'autres activités que nous menons et qui pourraient meubler valablement l'invité du midi. Et justement, avant de venir avec le prix jeune journaliste en Haïti, nous allons essayer de faire le tour de ce que fait l'OIF en Haïti. Déjà, pour les gens, il n'est jamais assez de répéter, de dire au public qui nous écoute ce que c'est que l'OIF et qu'est-ce que ça fait en Haïti. Eh bien, l'OIF, c'est l'Organisation internationale de la francophonie. C'est le regroupement de 88 États et gouvernements du monde. Et ces pays ont choisi de se retrouver, de se regrouper au sein d'une organisation pour partager un certain nombre de valeurs communes. Et ces valeurs sont fondées d'abord sur le partage de la langue française. Et à partir de ce partage de la langue française, il y a des valeurs qui découlent, qui sont des valeurs de solidarité et de partage. Et dans le cadre de la mise en œuvre de ces valeurs, eh bien, notre organisation qui a été créée en 1970, le 20 mars 1970, cette organisation dont Haïti est membre fondateur, Haïti fait partie des pays fondateurs de cette organisation, a aujourd'hui 4 missions fondamentales. La première mission concerne la promotion de la langue française et de la diversité culturelle et linguistique. J'insiste lourdement là-dessus. Oui. Diversité culturelle et linguistique. La deuxième mission de notre organisation est le soutien à la démocratie, à l'état de droit et aux droits de l'homme. La troisième mission porte sur l'éducation et l'enseignement technique et professionnel. Et la quatrième mission met l'accent sur le développement durable. Et de ce fait, nous travaillons également sur le numérique et donnons la priorité aux jeunes et aux femmes. Donc j'imagine pour tous ces axes-là, il y a eu quand même un plan d'action qui a été élaboré et qui est en train d'être mis en œuvre. Absolument, il y a plusieurs plans d'action en fonction des domaines, des missions d'intervention et que nous essayons de mettre en œuvre. Par exemple, dans le domaine du développement de la langue française et du multilinguisme, nous travaillons fortement en Haïti pour faire en sorte que une politique publique de lecture soit développée. Et c'est pourquoi nous soutenons la mise en place des centres de lecture et d'animation culturelle en Haïti. Nous en avons les CLAC, qui sont nous, gérés par la Direction nationale du livre. Bien, donc nous avons installé une quinzaine dans le pays, à Chantal, à Trou du Nord, il y en a un à Cabaret. À Cabaret, oui, il y en a à Cabaret, dans la Gonaïve, à Saint-Marc. Il y en a un peu partout dans le pays. Donc, nous en avons installé 15 dans le pays pour contribuer à la lecture publique dans le pays. Nous travaillons également avec le ministère de la Culture et de la Communication pour la mise en place d'une stratégie nationale des industries culturelles et créatives, des industries de la création.
nous finançons également très fortement le cinéma haïtien. Ah oui. Oui. Et on peut On ne dirait pas que ça existe. Oui, mais il y a quand même un cinéma. Vous connaissez quand même le film de Jessica Généus. Oui. Freda. Qui a été quand même... Qui a été primé. Qui a eu un passage remarquable. L'OIF a contribué à la réalisation du film. Okay. Bon, on ne le dit pas assez, mais nous avons contribué. Et il y a d'autres films aujourd'hui qui sont actuellement en réalisation, qui sont en tournage, qui sont en développement. Et nous contribuons à la réalisation. Et je dois dire que l'année dernière, en 2020, Haïti a été le premier bénéficiaire du fonds Image de la francophonie. Haïti a été le premier bénéficiaire. Et ce fonds, il finance quoi? Il finance l'appui à la production, au développement et à la finition. C'est-à-dire que lorsque vous avez un projet de film, ça peut être une fiction, ça peut être un documentaire, eh bien, vous présentez ça au niveau du fonds. Donc, il y a 2 appels qui sont lancés chaque année et vous déposez les dossiers pour qu'on puisse examiner et vous allez déposer en fonction des différentes catégories. Il y a la production du film, il y a la partie qui concerne le développement et la partie qui concerne la finition. Nous appuyons également la mise en marché de certains films. Nous appuyons, par exemple, la participation à des festivals pour permettre la promotion de ces films. Donc, il y a ce travail-là également qui se fait au niveau des films. Et nous soutenons aussi en Haïti beaucoup de festivals, festivals même de la culture, des cultures créoles. Nous appuyons ce festival, nous appuyons aussi le festival 4 Chemins en lisant, et même au niveau de la musique, le festival des musiques du monde, avec l'association Tamise. Donc, nous intervenons dans le secteur culturel pour favoriser l'accès à la culture dans le pays. Et bien, nous essayons dans chacun des domaines que je vous ai indiqué, d'intervenir dans le domaine des droits de l'homme, de la démocratie. Justement. Et justement, nous allons parler du prix Jeune Journaliste en Haïti. C'est dans la perspective de soutenir la liberté de la presse, de soutenir également la professionnalisation de la presse, que ce prix a été lancé. Et au-delà de ce prix, nous allons même plus loin. Si vous le voulez, je pourrais vous le préciser aussi pour organiser un certain nombre de formations aux journalistes, parce que les journalistes haïtiens ont besoin de professionnalisation. Eh bien, nous essayons aussi de soutenir la démocratie, la paix. Et dans ce sens, vous n'êtes pas sans savoir que notre organisation a dépêché des missions d'information, de contact ici, pour voir dans quelle mesure nous pouvons modestement contribuer. Il y a eu quand même une lettre de la part d'un certain nombre d'écrivains évoluant dans la francophonie qui avaient demandé à l'organisation d'intervenir en vue de supporter la démocratie en Haïti, et qui, selon ces écrivains-là, étaient menacés. Et la francophonie avait dépêché une mission d'enquête en Haïti, et on ne sait pas trop ce que c'était que le résultat de cette enquête. Non, premièrement, je crois qu'il faut bien situer les choses. Ce n'est pas la demande de l'Association des écrivains que la francophonie est intervenue. C'est sur décision de notre secrétaire général. Et c'est quand notre secrétaire général a pris cette décision de manifester la solidarité de la francophonie en direction d'Haïti et d'envoyer une mission d'information et d'enquête sur le terrain, c'est en ce moment-là qu'un groupe d'écrivains a écrit à la secrétaire générale pour dire ne surtout pas intervenir en Haïti. C'est ce que le groupe a dit, que pour soutenir la démocratie, il ne faut pas intervenir. Intervenir, que c'est soutenir le pouvoir en place. La délégation a reçu 2 représentants de ce groupe d'écrivains pour leur expliquer l'objet de la mission, pour lever les malentendus. Et à l'issue, ils ont compris qu'il ne s'agit pas de soutenir un gouvernement, mais de soutenir un peuple en difficulté. Et d'ailleurs,
les développements qui ont suivi ont montré véritablement que ce peuple est toujours en difficulté. Oui, déjà la démocratie est aujourd'hui plus qu'avant et en grande difficulté en Haïti, puisque là nous sommes dans un pays où il y a depuis 2020, il n'y a pas de parlement. Il y a un pouvoir judiciaire et en situation de dysfonctionnement. Il y a un pouvoir exécutif, c'est vrai, avec un seul représentant, alors qu'en général, il est prévu 2 représentants. Donc, il n'y a pas de président de la République. Le président de la République a été assassiné. Donc, la démocratie va très mal en Haïti. Ça, je ne vous le fais pas dire. C'est une évidence. C'est de la palissade que de dire que la démocratie n'est pas fonctionnelle en Haïti. En tout cas, ce n'est pas fonctionnel de façon optimale. Et la réalité est là, que cette réalité interpelle directement les Haïtiens. D'abord, l'élite ou les élites haïtiennes sont directement intéressées et concernées, interpellées par cette situation parce que c'est un échec collectif. Je dis souvent à mes amis haïtiens que faites un peu l'effort de ne pas regarder l'extérieur, faites un peu l'effort de l'autocritique interne pour voir ce qui est possible de faire ou quelles sont les erreurs internes qu'on peut relever pour relever la tête. Donc, il y a de vrais problèmes au niveau du processus démocratique et on peut se réjouir de ce qu'il y ait un certain nombre d'initiatives. J'écoutais hier une dame avec laquelle je discutais et qui me disait bon, elle ne comprend même pas les acteurs haïtiens, au moment où le bateau coule et qu'il y a même des acteurs qui donnent des pointes dans la coque, il y a d'autres qui se préoccupent de qui va se préoccuper, qui va prendre le gouvernail. Et que pour elle, les accords, c'est qui va prendre le gouvernail alors que le bateau coule. Et j'ai dit, bon, madame, ne soyez pas très sévère. Votre diagnostic est exact. Mais il faut quand même constater un certain nombre d'efforts. Il y a un progrès de 2019 à 2021. On a quand même fait des avancées de l'accord de Mariotte à l'accord de Musso. Il y a moins d'accords sur la table. C'est déjà un premier pas. C'est une excellente chose. Et moi, en tant que représentant de la francophonie, c'est de dire aux différents acteurs de continuer d'approfondir le dialogue pour faire en sorte qu'il y ait un seul accord, qu'il y ait un accord qui concerne l'ensemble des acteurs haïtiens, société civile comme secteur politique, que les deux pôles, aujourd'hui, bon, je dirais 2 accords et demi ou 2 pôles et demi, bon. Il y a l'accord du Premier ministre avec une certaine partie de l'opposition. Oui, bon. Et puis il y a l'accord de Montana. Oui, l'accord de Montana. Donc, mais il y a aussi la résolution du Parlement, du Sénat, des 10 sénateurs. Donc, il y a tout cela. Je crois qu'il est important, et c'est le message de la francophonie, qu'il y ait un approfondissement du dialogue pour faire en sorte qu'on puisse trouver les voies et moyens de mettre en place un accord global, un accord qui puisse concerner l'ensemble des acteurs et que l'on ne soit pas dans une discussion éternelle qui prolonge la crise en Haïti et qui accélère, j'allais dire, l'effondrement du bateau. C'est-à-dire que le bateau coule, puisqu'il y a des acteurs qui passent leur temps à planter des clous dans les coques du bateau, et le bateau est en train de couler. Ça, il faut bien s'en rendre compte. Donc, au niveau de la francophonie, c'est vraiment le message de l'approfondissement de la démocratie. Votre position, pour le moment, c'est d'inciter les acteurs à dialoguer davantage. À dialoguer davantage, pour trouver des solutions consensuelles qui puissent permettre d'aller très vite.
Parce que... aller très vite vers les élections, par exemple. D'abord, il y a un premier problème qui est fondamental, qui est essentiel et qu'on traite de façon secondaire. La question de la sécurité. Oui. C'est une affaire cruciale. Et moi, je lie la sécurité à la justice. Effectivement. Dans un pays où la justice n'est pas fonctionnelle, où la justice qui est le dernier rempart de toute société, lorsque dans un pays la justice n'est pas fonctionnelle, lorsque on ne peut pas dire le droit tranquillement, des juges en toute sécurité puissent dire le droit, eh bien, il n'y a plus rien pour arrêter quiconque. Je vous donne un exemple très simple que j'ai vécu dans la semaine. J'ai reçu dans la semaine une vidéo du Bénin d'un enseignant d'université qui frappait sa femme avec une violence inouïe. Ah bon? Et ça fait le tour des réseaux sociaux. Mais immédiatement, l'enseignant a été arrêté et immédiatement traduit devant le tribunal des flagrants délits. Et le jugement est mis en délibéré hier. Dans la même semaine, je reçois une vidéo d'Haïti d'une dame qui était tapée par son mari parce que la dame aurait rendu des services à un pasteur. Mais rien ne se passe. Rien ne se passe. C'est-à-dire le mari n'a pas été arrêté, n'a pas été jugé. Rien. Il est confortable. Mais ça se passe comme si un fait divers ordinaire. Non. Une société a besoin de règles, de principes qu'on doit mettre en œuvre. On peut dire, oui, dans le code pénal, il y a ceci, c'est très bien. Mais il faut le mettre ça en œuvre. Et il faut des juges professionnels pour faire ce boulot. Mais j'ai regardé en Haïti, rien ne se passe. Et on m'a dit, rien ne se passera. Oui, c'est pas le premier. C'est pas... Et ce n'est certainement pas le dernier. Hein. Mais ça, c'est au niveau de la société. Mais imaginez les autres types de violences. Oui. Des gens qui tuent impunément. Et le summum de tout cela, c'est l'assassinat du président de la République. Et qui est resté, bon, en fait, on peut dire qu'il y a une enquête en cours, mais on sait bien que ce ne sont pas les... Je ne vous ferai pas dire que l'enquête sur Senatus, le compte est toujours en cours. Est toujours en cours, oui. Et celui du bâtonnier et maître Dorval, mon ami, c'est mon ami, Dorval. Dorval a été assassiné en août 2000. Cela dit, comment peut-on pas... C'est très dur d'encaisser des situations comme ça. Donc en réalité, ce ne sont pas les crimes. Ce ne sont pas les crimes qui posent problème parce que, sociologiquement parlant, dès qu'on est en situation de groupe, il y a naturellement des comportements déviants, il y a des crimes qui vont être commis et il y a aussi des forfaits qui seront commis, mais là où cela devient grave, c'est quand le crime reste impuni. Oui. En réalité, le vrai problème, ce n'est pas le crime, c'est l'impunité. Et pour qu'il y ait impunité, il faut qu'il y ait une justice. Il faut que les juges soient professionnels, il faut que les juges aient la liberté de travailler, que ces juges aient la sécurité de travailler. Et j'attends qu'on me confirme que ces conditions sont remplies pour ce qui concerne les juges haïtiens. En même temps, l'OIF est en train d'appuyer le processus démocratique en Haïti, le droit de l'homme. Qu'est-ce que vous faites pour aider le système judiciaire à se remettre sur pied? Comme vous savez, le système judiciaire relève du droit régalien de l'État. Il appartient à l'État haïtien de solliciter des acteurs externes. L'OIF ne peut pas se lever pour dire « Ah, nous voulons régler la question de la justice haïtienne ». Ce serait même trop prétentieux de vouloir régler un problème gigantesque qui ne date pas de maintenant. Eh bien, il faudrait déjà qu'il y ait une volonté politique, sociétale en Haïti pour s'attaquer à la question de la justice. Et dès lors qu'il y a cette volonté, et à partir de cette volonté, on fait une demande pour dire, eh bien, qu'est-ce que l'OIF
peut apporter comme soutien, l'OIF pourrait dire, bon voilà, en matière de formation des juges, nous sommes capables d'apporter tel soutien. En matière de respect d'un certain nombre de règles dans l'appareil judiciaire, nous sommes capables d'apporter telle ou telle chose. Et il appartiendra à l'État haïtien de dire, eh bien, ça nous intéresse, eh bien, nous pouvons nous entendre là-dessus. Donc l'OIF ne peut pas se lever, les Nations Unies, n'importe quelle organisation internationale ne peut pas se lever pour dire on vient régler la question de la justice en Haïti. Ok. Mais parallèlement, j'espère que, étant donné que vous êtes également dans la formation, et vous organisez des activités visant à promouvoir le relèvement démocratique en Haïti. Oui, absolument. Nous essayons de faire ces efforts. Mais ces efforts, comme je le répète, ces efforts méritent d'être soutenus à l'interne. Il faut déjà qu'à l'interne, il y ait une volonté de s'attaquer aux vrais problèmes. S'il n'y a pas cette volonté, quel que soit ce que nous ferions, ça ne donnerait pas les résultats escomptés. C'est la volonté interne. Cette volonté compte beaucoup. Hein? Et pour revenir un peu en arrière, les acteurs haïtiens disaient, pour une fois, laissez-nous régler le problème de la démocratie et de l'état de droit. J'ai dit oui, il faut. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Il faut laisser les acteurs régler. Et les acteurs ont cette possibilité-là aujourd'hui de régler eux-mêmes le problème. Parce que s'ils ne réglaient pas le problème eux-mêmes, ça veut dire simplement que leur crédit serait entamé pour très très longtemps. Cela veut dire quoi? Cela veut dire concrètement qu'il serait difficile de leur faire confiance après pour régler les problèmes. Et ça se paye. Hein? Ça se paye cash. Définitivement. Alors, parallèlement à ces activités, vous organisez des conférences, vous organisez, et vous disiez tout tantôt que vous appuyez le cinéma haïtien, et vous avez fait quand même, dans la mission de promouvoir la langue française en Haïti et le multilinguisme, fait paraître donc une publication. Le français, c'est plus qu'une langue? Oui, en fait, c'est un atlas de la francophonie qui parle de la francophonie dans sa diversité, ce que la francophonie apporte au monde. Donc, en fait, c'est une publication qui décrit ce qu'est la francophonie et ce que la francophonie apporte au monde dans divers secteurs d'activité. Il est important de chercher l'atlas de la francophonie et de voir que le français, c'est plus qu'une langue. Que le français apporte beaucoup, et que le français peut être une langue de la culture, ça peut être également une langue de la science. Et le français aussi peut mettre des peuples en contact. Par exemple, pour un Wolof qui ne parle pas créole, le français peut lui permettre de communiquer ses émotions avec un Haïtien et ils vont se retrouver sur les accents de Guinéen. Ok. Alors, il y a la francophonie en tant que telle, qu'on ne doit pas résumer seulement au fait de pays géographiquement qui parlent français, mais la francophonie, en réalité, c'est toute une politique de développement, c'est toute une politique non seulement qui vise à promouvoir la langue française, mais aussi la solidarité entre les peuples qui parlent français et même d'autres langues. Ça, vous exprimez très bien ce que indique l'atlas de la francophonie pour dire, eh bien, la francophonie avec grand F, donc l'institution francophone, ne fait pas simplement la promotion de la langue française, mais fait la promotion aussi du développement. Lorsque nous avons, par exemple, un projet qu'on appelle la francophonie avec elle, qui soutient les femmes et qui leur donne les moyens de se régénérer. Donc, avec la francophonie avec elle, eh bien, les femmes, un certain nombre de femmes, bénéficient des moyens nécessaires pour relancer des activités génératrices de revenus, ou parfois même de s'éduquer à travers cela. Eh bien, cela contribue à l'œuvre de développement économique. Et nous avons aussi la possibilité de travailler sur l'interconnexion des zones
francophones pour faciliter le commerce et le développement entre les pays francophones. Donc, nous menons un certain nombre d'activités de développement et ces activités de développement peuvent consister aussi à aider les jeunes à acquérir des compétences. On a par exemple au niveau de la francophonie le projet Déclic qui aide les jeunes à maîtriser les métiers du numérique. Donc, ils peuvent aller se faire former en ligne sur les métiers du numérique. Eh bien, un jeune qui a les compétences dans le domaine de métiers du numérique peut servir le développement de sa communauté. Donc, nous travaillons pour le développement, nous travaillons pour la solidarité entre les peuples. Eh bien, la francophonie est un mouvement qui essaie de refléter les valeurs d'humanisme dans le monde. Et c'est pour cela que nous travaillons très fortement à la régénération du multilatéral. Définitivement. Alors, vous dites quoi aux gens qui pensent que la francophonie serait une espèce d'action française visant à contrebalancer l'hégémonie américaine en Haïti? Et vous répondez quoi à cela? Premièrement, la francophonie était en Haïti avant les États-Unis. Donc, la francophonie ne peut pas chercher à... Ce n'est pas une réaction. Voilà. La francophonie était là. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'indépendance, la Constitution, c'était en créole et en français. Et que malgré la défaite de l'armée de Napoléon à Vétière, eh bien, à l'indépendance, la langue française a été adoptée comme une langue officielle en Haïti. Donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas se mettre à dire que la francophonie fait une réaction ou la France fait une réaction. Deuxième chose, il ne faut pas confondre francophonie et France. La France est un pays membre de la francophonie. Haïti fait partie de la francophonie, un membre fondateur. Le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, le Cambodge, le Vietnam, ce sont des pays membres de la francophonie qui agissent au sein de la francophonie, qui travaillent pour les idéaux de la francophonie. Donc, à partir de ce moment, se mettre à dire que c'est une affaire de la France contre les États-Unis et autres, je pense que c'est une vision de l'esprit, c'est une vision de ceux qui cherchent la polémique partout. Non, la francophonie, c'est autre chose. C'est d'abord la volonté des anciens colonisés d'utiliser l'outil que le colon leur a laissé, c'est-à-dire la langue française. Comme Senghor a dit, on a retrouvé la langue française dans les décombres du colonialisme et on a pris ça pour en faire un outil de solidarité. Donc, à partir de ce moment, ces acteurs se sont regroupés. Et je rappelle toujours que les pères fondateurs de la francophonie, ce sont Léopold Sédar Senghor, Habib Bourguiba, Amani Diori et le prince Sihanouk du Cambodge. Ce sont les pères de la francophonie. Ce sont ces acteurs qui ont décidé de mettre la francophonie sur les fonds baptismaux avant que la France ne vienne. Donc, on ne peut pas dire à partir de ce moment-là que c'est une affaire de la France. Non, c'est une affaire d'un certain nombre d'acteurs qui ont le français en partage. Et en Haïti, le but de la francophonie, premièrement, c'est de montrer toujours sa solidarité avec le peuple haïtien. Et la francophonie travaille également pour le multilinguisme. C'est pourquoi nous soutenons également des activités en créole. J'ai signé même hier un protocole d'accord avec Sainte-Lucie pour favoriser la publication d'un certain nombre d'ouvrages en créole à Sainte-Lucie. Donc, nous travaillons pour le multilinguisme et d'ailleurs, c'est l'un des axes de nos interventions au niveau des organisations internationales. Donc, nous pensons au niveau de la francophonie que la diversité fait la richesse du monde. Et c'est pourquoi nous sommes des partisans de la diversité culturelle et linguistique. Certainement. Mais comme vous vivez en Haïti, vous êtes certainement au courant de ce débat. Vous n'êtes pas sans savoir que la langue française, c'est une langue qui fait débat en Haïti, en ce sens que, d'un point de vue socio-linguistique,
on parle de la langue française comme étant une langue qui crée de la discrimination et qui renforce aussi les inégalités sociales. Et vous savez qu'en Haïti, quand vous arrivez dans certains endroits et que vous parlez créole, on ne vous considère pas de la même manière si vous avez parlé en français. Déjà, dans les écoles, on dit aux enfants qui arrivent à l'école et qui ne parlent que créole, exprimez-vous comme si en parlant créole, ils ne s'expriment pas. Le feu professeur Pradel et Pompulis disait qu'en Haïti, nous n'avons pas une situation de bilinguisme, mais une espèce de diglossie et qui évolue timidement vers un bilinguisme. Et comme quoi, la langue française serait une langue qui serait superposée par rapport à la langue créole et que les relations que développent les deux langues, c'est une relation verticale. Vous répondez quoi à cela? Je réponds tout simplement qu'en Haïti, on aime la polémique. Et que ce n'est pas la polémique qui permet de régler les problèmes sociaux. Et que ce qui se passe en Haïti en ce qui concerne les relations entre la langue française et le créole ne constitue pas une exception dans le monde. Et que les acteurs haïtiens ont intérêt à voir ce qui se passe dans le monde. Il faut sortir de son cocon et regarder ce qui se passe dans le monde. Et qu'ailleurs, on ne parle pas d'une seule langue. En Haïti, Haïti a la chance d'avoir une seule langue, le créole haïtien. Quand vous prenez d'autres pays, je prends mon pays d'origine, qui est le, si j'ose dire, le pays d'origine de bien d'Haïtiens. Il y a une quarantaine de langues. C'est le Bénin alors? Oui, le Bénin. Il y a une quarantaine de langues dans le pays. Il y a le Peul, il y a... Le Fon, le Fongbe, le Gungbe, le Minang. Il y a le Dendi, le Betamaribé. Donc, il y a beaucoup de langues qui existent. Et la relation que les Africains, vous donnez le cas des Africains, sénégalais qui ont le Wolof, le Peul, le Mandinga et tout ça. Vous prenez les Guinéens, c'est pareil. La Côte d'Ivoire, c'est pareil. La façon de gérer cette situation, c'est de développer le polyglottisme. Moi qui suis ici, sur les 40 langues du Bénin, je parle au moins 5. Et certaines autres langues, je comprends un peu. Je suis à l'aise avec ça. Parce qu'en développant le polyglottisme, on est totalement à l'aise. Oui, mais est-ce que cela génère des frustrations sociales ou bien des inégalités sociales, comme quoi si vous arrivez dans un endroit, vous parlez le Peul et on ne va pas vous considérer, et si vous parlez le français, automatiquement on vous considère? En fait, ici on déplace les problèmes. Le problème de fond, ce n'est pas la langue. Le problème de fond, c'est la discrimination économique et sociétale, fondée sur d'autres valeurs. La langue est un écran. Il faut s'attaquer à la cause. Au vrai problème. Au vrai problème. Il ne faut pas faire du marronnage avec ça. Il faut s'attaquer au vrai problème. Le vrai problème, c'est d'abord l'éducation. Il faut régler la question de l'éducation de façon fondamentale. Parce que s'il y a 90%, je dis même 80% des Haïtiens qui ont des écoles de bon niveau, et les gens sont bien formés, que les gens se retrouvent dans un milieu et qu'ils parlent créole, français ou autre, ça ne dit rien à personne. Mais si on est dans une situation d'asymétrie, où l'État maîtrise simplement 20% du système scolaire et 80% dans le privé, et il y a autant de systèmes éducatifs que d'écoles, de groupes d'écoles, eh bien, donc il faut s'attaquer au problème, plutôt que de chercher des prétextes. Pour moi, ce sont des prétextes qu'on cherche. Chercher les vrais problèmes, les causes profondes. Les Japonais disent que l'intelligent, lorsqu'il tombe, il ne regarde pas là où il est tombé, mais là où il a coigné son pied. Mais c'est l'idiot qui fait le contraire. C'est l'idiot qui fait le contraire. Ce problème, et vous me permettez de soulever les problèmes, et ça m'amuse de voir vos réactions, parce que aussi, c'est des choses qui sont très sérieuses en Haïti, mais il faut en parler. Ce problème existe tellement en Haïti par rapport à la langue française qu'il est
drainer aussi dans les débats politiques et notamment dans les débats électoraux. Il y a certains candidats, je l'ai constaté lors des dernières élections, qui parlent même de la nécessité de sortir complètement du français. Comme quoi le français serait une espèce de blocage, puisque nous vivons dans une région où l'on parle espagnol, anglais, et que le jour où on va commencer par parler espagnol ici, les mêmes vont soulever les mêmes problèmes. Non, pour moi, tout ça là, c'est du populisme qui ne regarde pas les réalités du pays et qui ne veulent pas aborder les problèmes, les vrais problèmes. L'autre dirait c'est la fuite devant les problèmes. Il faut s'attaquer aux vrais problèmes. Lorsque les gens sont bien éduqués, la question de l'école doit être réglée fondamentalement. Si on ne règle pas la question de l'école, si on ne règle pas la question de l'économie, c'est-à-dire la relance de l'économie pour permettre à des gens d'avoir des moyens de vivre, pour que 40% de la population ne soit pas dans une situation alimentaire critique. Si on ne règle pas ces questions, et si on ne règle pas la question de la santé, eh bien, le reste, on fait du populisme. Yeah, définitivement. Donc, moi, je regarde les populistes et je pense qu'il y a d'autres choses à faire. Il faut s'attaquer aux vrais problèmes et contribuer à la résolution des vrais problèmes. La dernière édition du prix Jeune Journaliste en Haïti, justement, et parlait de l'école. L'école en Haïti, c'était ça le thème. Oui, tout à fait. Et cette année, nous mettons l'accent sur l'environnement. Oui, nous mettons l'accent pas seulement sur l'environnement parce que les partenaires du prix ont décidé que cette année, le thème de la 7e édition du prix Jeune Journaliste serait la société haïtienne face aux risques climatiques, environnementaux et sanitaires. Pourquoi? Parce que il faut bien se rendre compte que Haïti est dans une région particulière, dans une situation géographique particulière. D'abord, le pays, il y a une quinzaine de failles sismiques qui traversent le pays et dont 2 sont les plus graves. Et on voit que les risques sismiques sont très élevés. On voit dans le même temps que ce pays est entouré de mers, mer Caraïbes, mer Atlantique, mais on ne peut pas dire que les populations cajolent la mer. Oui. Ce n'est pas des câlins qui sont donnés à la mer régulièrement. Il y a des gens qui expliquent cela par le traumatisme du premier voyage, celui de l'Afrique. Oui, mais est-ce que le traumatisme concerne aussi les mônes qu'on essaie d'enlever les arbres, la déforestation des mônes? Est-ce que ça concerne le traumatisme? Non, c'est un problème profond. C'est-à-dire qu'il faut que les gens... Moi, ce qui me réjouit en Haïti, c'est les Haïtiens qui posent les vrais diagnostics. Il y a de grands intellectuels dans ce pays et qui ont posé de vrais diagnostics. Et il y a un certain nombre d'acteurs qui refusent de regarder ces diagnostics et cherchent des prétextes pour que ça continue comme ça. Et il y a Ils font de la démagogie pratiquement. Oui, il y a des démagogues. Bon, dans toutes les sociétés du monde, il y a des démagogues. Peut-être qu'il y en a aussi beaucoup ici. Donc, il y a des démagogues qui essaient de raconter ce qu'ils veulent. Mais la réalité est là que le pays est exposé à des risques climatiques, à des risques environnementaux, à des risques sanitaires. On a connu le choléra ici, chikungunya, Covid. Il y a un certain nombre de risques et le pays est exposé à ces risques-là. Et cela amène à des catastrophes naturelles. Bien entendu, il y a aussi des catastrophes humaines. C'est autre chose. Mais nous avons voulu concentrer l'attention sur les risques climatiques, environnementaux et sanitaires. Quelle est la réaction de la société? Comment les Haïtiens réagissent individuellement et collectivement par rapport à ces risques-là? Eh bien, c'est ce à quoi on invite les journalistes pour dire, bon, regardez leur société, faire des reportages. Donc, il est demandé à chaque journaliste, en fonction de la catégorie choisie. Parce qu'il y a 3 catégories dans le cadre de ce prix. La catégorie de la presse écrite, la catégorie de la presse radiophonique et la catégorie de la
presse audiovisuelle télévisuelle. Donc, fait un reportage de télévision sur une question liée à l'environnement, hein, à une question liée au climat, hein, une question liée aux crises sanitaires. Donc, fait un reportage là-dessus, et lorsque c'est un reportage en presse écrite, c'est au plus 1500 mots, entre 1200 et 1500 mots. Il faut que ça soit un reportage. Un reportage. Il ne s'agit pas de faire de ce que j'appelle de jus de cervelle ou de la digression intellectuelle. Non, 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 ce n'est pas de la dissertation. Il s'agit d'aller faire un reportage. Oui. Alors, pourquoi j'ai précisé un reportage? C'est parce qu'il existe plusieurs autres genres journalistiques. Oui. Ça aurait pu être un dossier. Oui, tout à fait. Ça aurait pu être un édito, ça peut, mais il faut faire... Les gens aiment c'est une presse d'opinion. En Haïti, où les gens veulent toujours dire leur opinion, c'est très bien. Mais ici, le genre qui est recommandé, c'est le reportage. Le reportage. Allez faire un reportage sur un sujet. Donc, trouver l'angle nécessaire. Trouver le bon sujet, trouver l'angle et aller faire le reportage selon les règles professionnelles. Selon les règles professionnelles, j'insiste là-dessus. Il ne s'agit pas d'aller après dire ce qu'on pense de ce qu'on a vu. Non. Il s'agit d'aller faire un reportage, et faire un reportage en journalisme, ça dit quelque chose. Il y a des règles professionnelles qui gouvernent un reportage. On doit voir ça dans la production. Pour la radio, c'est 5 minutes au plus. Pour la télévision aussi, c'est 5 minutes au plus. En 5 minutes, vous pouvez développer beaucoup de choses. Si vous êtes un bon journaliste, si en 5 minutes, vous n'arrivez pas 5 minutes à la télé, à la radio, c'est beaucoup de temps. Oui, si en 5 minutes, vous n'avez pas réglé ça, je crois que vous pouvez changer de métier. Il y a des vendeurs de pain qui existent, d'autres métiers qui existent. Vous pouvez aller vendre des oignons. Mais dans ce domaine, il faut être précis. Et pour participer à ce concours, il faut aussi être un jeune journaliste qui est âgé de 18 à 35 ans au plus au 31 décembre 2021. Donc, lorsque vous avez au 31 décembre 2021 plus de 35 ans, vraiment, ce n'est pas la peine de... Vous n'êtes pas qualifié. Vous n'êtes pas qualifié. Donc, il faut être un journaliste vivant en Haïti et pour participer à ce concours-là. Et le temps presse, puisque la date limite de ce concours pour déposer, c'est le 1er octobre. Donc, dans quelques jours. Donc, ceux qui ne l'ont pas encore fait n'ont qu'à se précipiter et ne pas attendre le dernier moment pour mettre le chrono au poignet, commencer par courir dans tous les sens. Vous n'allez pas faire un reportage d'un bon niveau, il s'agit d'un concours. Donc, ce n'est pas le reportage en soi qu'on regarde aussi, c'est votre reportage par rapport aux autres. Donc, qui sont les meilleurs? Et dans cette catégorie... Ne soyez pas des professionnels last minute. Voilà. Qui attendent la dernière minute pour tout faire. Mais ça n'a jamais apporté rien de bon. Donc, de ce point de vue, il faut savoir que dans chaque catégorie, il sera retenu simplement 2 lauréats. Dans chaque catégorie. Donc, pour être parmi les 2, il faut fournir les efforts nécessaires. Et les efforts nécessaires demandent parfois la maturation, demandent de prendre du temps, de recul par rapport à son reportage, de la recherche. Tout ça, il y a du travail à faire derrière cela. Et cela nécessite un peu de temps. Et pour avoir ce temps, il faut se mettre au travail très rapidement. Il faut faire fonctionner les ménages et pour pouvoir identifier le bon sujet, chercher le bon angle et engager son reportage. Et il gagne quoi? Eh bien, les premiers, donc les 3 premiers, je veux dire le premier de la catégorie presse écrite, le premier ou la première de la catégorie radio, premier ou première de la catégorie... Les lauréats de chaque catégorie. 4 catégories bénéficieront d'un stage d'1 mois à l'extérieur d'Haïti. Nous avons déjà négocié avec 3 acteurs et les 3 pourront aller en France, pour aller à Mediapart pour la presse écrite, pour aller à Radio France Internationale pour la radio, pour aller à TV5 Monde pour la télévision. Donc, ils auront l'occasion d'aller dans des médias prestigieux pour aller voir aussi comment la marque de l'information est gérée à l'intérieur de ces médias.
quand on est un jeune journaliste, je pense que c'est un passage assez intéressant. Ça fait quelque chose, ça peut booster votre carrière. Donc, on donne cette opportunité à ces acteurs. Et bien, moi, j'ai eu la chance de fréquenter pendant quelques jours pour un stage France Antilles en Guadeloupe et RF au Guadeloupe. Et ça m'a beaucoup aidé dans le travail. Et on voit maintenant Samy Janvier comme une marque maintenant. Donc il faut travailler, il faut surtout profiter des expériences de l'extérieur, surtout pour améliorer sa pratique professionnelle. Je vais donner lecture d'un extrait du communiqué de presse qui a été lancé. Le coup d'envoi de la 7e édition du prix Jeune Journaliste en Haïti a été donné ce vendredi 1er septembre. Donc c'était lancé le 1er septembre 2021 à la représentation générale de l'OIF pour la Caraïbe et l'Amérique latine, en présence des différents partenaires du prix. Je vais en profiter pour citer les partenaires. Oui. Et d'anciens lauréats de 2020, qui étaient lauréats, on parlait de l'école dans cette édition, qui ont témoigné devant leurs confrères. Le thème choisi pour cette année est la société haïtienne face aux risques climatiques, et environnementaux et sanitaires. Les candidats intéressés pourront consulter l'appel sur le site jeunesse.francophonie.org, jeunesse.francophonie.org, et y soumettre leur candidature avant le 1er octobre 2021. Avant le 1er octobre 2021, au plus tard à 11h59. 23h et 59 par rapport à l'heure GMT, je suppose. Oui. Non, à l'heure d'Haïti. L'heure d'Haïti, ok. Parce que si vous ne commencez pas à dire l'heure GMT, les gens vont attendre le lendemain pour amener. D'accord. Donc c'est l'heure d'Haïti. 11h59, heure d'Haïti. Lancé depuis 2015, le prix Jeune Journaliste en Haïti est destiné à la jeunesse haïtienne. Il a pour but de découvrir et de promouvoir de jeunes talents résidant en Haïti âgés de 18 à 35 ans. Si vous aurez 35 ans en décembre 2021, c'est que vous n'êtes pas qualifié pour participer à ce concours. Et s'adresse aux journalistes de la presse écrite, presse en ligne notamment, de la presse radiophonique et audiovisuelle. Ce concours est organisé par l'OIF et en partenariat avec le ministère de la Culture, ce sont les partenaires, et de la communication, les ambassades du Canada, de France, de Suisse, le bureau Wallonie, Bruxelles, international, l'Institut français en Haïti, il y a aussi l'ambassade de France, non? France, oui. Et puis l'UNESCO, la Fondation Connaissance et Liberté Focale, TV5 Monde, le réseau des blogueurs d'Haïti, RBH, la radio-télé Kiskeya, la radio-télévision Caraïbe, nous sommes partenaires, heureusement, le Centre PEN, qui est la maison des écrivains, et les quotidiens Le Nouvelliste, Le National, l'agence haïtienne de presse en ligne, Alter Presse, la Radio France Internationale RFI, et l'entreprise Sur Tab. Donc voilà, ce sont les partenaires. Le prix du jeune journaliste en Haïti a récompensé plus d'une dizaine d'hommes et de femmes dont les reportages ont en commun une grande qualité journalistique. Les lauréats bénéficient d'un stage dans de grands médias en Europe. C'était une façon de résumer toutes les informations nécessaires pour faciliter la participation des jeunes journalistes à ce concours qui est donc à sa 7e édition et qui se fait de plus en plus pérenne. Oui, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier les partenaires et leur dire que le prix est devenu une institution et que cette institution mérite d'être renforcée. Et nous invitons également d'autres partenaires à se manifester. Parce que le but, c'est de faire en sorte que la presse haïtienne devienne de plus en plus professionnelle. Et en encourageant la saine émulation des jeunes, on peut aider la presse à se professionnaliser davantage. Et c'est pour cela que je lance un appel aux jeunes à se mobiliser pour participer massivement à ce prix. Parce que ce prix leur donne l'occasion de se mesurer aux autres. Donc, de travailler sur les techniques professionnelles. Donc, d'apprendre davantage le métier. Et lorsqu'ils ont l'occasion de gagner, cela leur permet encore de s'améliorer et de devenir les Samy Janvier
Merci. Alors, il y a un jury qui est composé pour juger les candidats et le travail qui est fourni par chaque candidat. Ce jury est composé comment? Alors, le jury, c'est les partenaires qui désignent des représentants. Et je ne veux pas me permettre de donner les noms des membres du jury parce que je suis quand même en Haïti. Donc, c'est les différents partenaires qui désignent des représentants qui participent à ce jury et qui forment ce jury-là. Voilà, donc c'est comme ça que c'est composé. OK. Maintenant, est-ce que les candidats sont déjà au courant des critères d'évaluation de leur travail? Oui, en allant sur le site francophonie et jeunesse.francophonie.org, ils retrouveront les critères, le règlement intérieur, le règlement du prix. Et c'est le règlement du prix qui indique tous les critères dans les détails, qui explique les règles professionnelles qu'il faut respecter. Donc tout cela est clair, c'est d'une clarté de l'eau de roche. Ok, j'imagine que les critères sont différents d'un médium à un autre. Mais naturellement, la presse écrite, il y a d'abord des règles communes à la profession journalistique. Et maintenant, l'authenticité des faits, j'imagine. Donc, en dehors des règles communes, en fonction des spécificités des médias, eh bien, il y a des règles appropriées en la matière. Donc, sur ce terrain, je dirais que nous sommes classiques, c'est-à-dire les règles de la compétition, ce sont des règles techniques des médias. Ok, il y a eu en mars et dernier, et ce que vous organisez tous les ans, on appelle la quinzaine de la francophonie. Donc, actuellement, quelles sont les perspectives, quelles sont les activités prévues au sein de l'OIF? Eh bien, je crois qu'il me serait difficile de dire aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, quelles sont les activités qui sont prévues pour la quinzaine. Je sais les activités que l'OIF peut proposer. Eh bien, mais après, c'est un comité qui se réunit pour décider des grandes activités. Et ce comité est souvent présidé par le ministère des Affaires étrangères. Donc, j'attends la réunion du ministère des Affaires étrangères pour que les différents acteurs qui sont intéressés par la quinzaine fassent leurs propositions pour que nous puissions proposer un programme alléchant pour l'année prochaine. Donc d'ici là, début octobre à décembre, le focus est mis sur le prix jeune journaliste. D'ici en décembre, ça va être fait. Voilà. D'ici là, nous mettons l'accent sur le prix jeune journaliste et nous avons beaucoup d'autres activités parce que je ne l'ai pas dit, suite au tremblement de terre, l'OIF s'est mobilisé. C'est vrai qu'à l'OIF, on ne fait pas de la diplomatie tam-tam, vous avez dû le remarquer. Et notre secrétaire général a saisi les pays francophones, dont la France, le Canada, la Suisse, pour leur demander de se mobiliser pour Haïti. Et nous avons aussi, au niveau de l'OIF, comme nous n'intervenons pas dans l'humanitaire et dans l'urgence, nous avons mis des fonds à la disposition du programme de PAM, Programme alimentaire mondial, pour intervenir dans le Grand Sud. Et notre secrétaire général, la secrétaire générale de la francophonie, a demandé au staff de la francophonie de se mobiliser pour Haïti. Donc, nous sommes en train de travailler sur un plan de la francophonie pour accompagner Haïti. Et je peux vous dire déjà, sans attendre que tout soit mis sur la table, que par exemple, nous voulons densifier notre réseau des claques dans le sud, pour faire en sorte que ce soit mieux étoffé, donc tenir compte aussi de la situation des activités de loisirs. Voilà, les jeunes ont besoin de tiers-lieux pour avoir des activités de loisirs, des activités aussi intellectuelles et culturelles. Et cela participe à régénérer
cette jeunesse du Grand Sud. Et cela vient aussi en appui aux écoles, Absolument. souvent qui n'ont pas de bibliothèque et qui Voilà. n'ont pas d'espace pour accueillir les élèves. Vous avez compris tout le plan. Je crois qu'on va vous demander d'être le porte-parole de cette partie de notre activité. Et donc, nous allons aussi organiser un certain nombre d'activités dans le domaine des médias. Il y a un certain nombre d'activités qui sont prévues. Nous allons accompagner aussi le leadership des femmes avec ONU Femmes. Et nous allons voir comment accompagner les candidatures féminines parce que ce pays souffre de la faiblesse des femmes dans l'espace public. D'accord, très bien. Bon, et j'espère que cette fois-ci, je serai invité à la remise des prix. La dernière fois, je n'ai Ah pas bon, invité. donc nous allons y veiller, nous allons y veiller particulièrement. Donc, il ne me reste qu'à vous souhaiter bonne chance et bon travail. Merci, merci également et je voudrais dire merci aussi aux téléspectateurs qui nous ont suivis, qui nous ont consacré leur temps et je pense surtout aux jeunes journalistes qui souhaiteraient participer à ce concours. Je les invite à y participer massivement et c'est comme ça qu'ils donnent de la vitalité à la presse haïtienne. Merci beaucoup, c'est un plaisir de vous recevoir à chaque fois. Plaisir partagé. D'accord, mesdames, messieurs, c'est la fin de l'invité du midi. À l'espace de cette émission, nous avons reçu pour vous aujourd'hui le représentant de l'OIF pour la Caraïbe et l'Amérique latine, M. Emmanuel Adjouvi, et qui parlait justement du lancement de la 7e édition du prix Jeune journaliste en Haïti. Nous disons tout le monde bye bye et nous prenons rendez-vous pour demain. Au revoir.